Dystopia. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Bernanos. Chers amis, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Contre-Journal. Aujourd'hui, nous recevons deux membres de l'association Civitas et nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Nous apprendrons à mieux connaître leur association, à mieux connaître leurs projets et actions, et puis nous aborderons avec eux la situation politique, et Dieu seul sait s'il y a des choses à dire sur les événements en cours. J'en profite pour ouvrir une toute petite parenthèse, puisque notre précédent contre-journal a fait l'objet d'une ignominieuse et injuste censure. Nous avons reçu pour ce précédent contre-journal Claude Janvier et nous abordions le sujet visiblement sensible de la piqûre. Alors je ne parle pas des piqûres de moustiques, je pense que vous voyez très bien où nous voulons et où je veux en venir. Donc c'est un sujet qui est visiblement interdit, mais vous savez très bien que ce genre d'interdiction ne nous effraie pas. Et donc vous pourrez retrouver l'intégralité de notre émission sur la plateforme Odyssée. Je referme la parenthèse et je laisse la parole à nos invités et donc place à notre entretien avec Civitas. Aujourd'hui avec nous, Monsieur Bousco, chef de section de la ville de Paris, mais aussi chef de région d'Île-de-France. Monsieur Bousco, bonjour. Bonjour. Et avec nous aussi Mathieu qui est représentant de Paris pour Civitas. Enchanté, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec une première question. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le mouvement Civitas, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vous remercie de votre invitation. Donc, Civitas est un groupement qui milite pour une cité catholique. La cité catholique, c'est un mouvement qui date après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été lancé par Jean Housset à l'origine et qui a connu plusieurs groupements successifs. Ça a été la cité catholique, ça s'est ensuite appelé l'Office, ensuite ça s'est divisé, il y a eu Victus, Action familiale scolaire et Civitas. Civitas elle-même a d'abord été dirigée par l'amiral François de Penfentenio, il est maintenant dirigé par Alain Escada. L'association date de 1999, mais comme je vous disais, ça remonte plus loin du point de vue de l'origine intellectuelle et de l'origine même du mouvement, peut-on dire. Et en 2016, Civitas est devenu même un parti politique. Alors c'est un petit parti, nous n'avions qu'un seul candidat par exemple aux législatives, mais c'est une force politique. Et qui a une doctrine en plus dont je pourrais vous parler. Alors, vous nous parlez de partis politiques et on va passer de l'histoire maintenant à l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire avant qu'on parle un peu plus en profondeur de Civitas sur les élections présidentielles et sur les élections législatives? Qu'en avez-vous pensé? Alors, pour ce qui est des présidentielles, nous n'avions pas de candidat, nous avions des idées, donc nos électeurs, nos amis pouvaient évidemment choisir le meilleur ou plutôt le moins mauvais candidat d'après notre doctrine, mais nous n'avons pas dit de voter pour tel ou tel. Les présidentielles, je veux dire, c'est un trop gros saut pour nous quand même actuellement, mais nous espérons je ne serai peut-être pas pareil, mais donc c'est pour ça que nous avons suivi plus qu'autre chose. Pour les législatives, la question s'était posée, il y avait un certain nombre de candidats que nous soutenions, mais finalement le mouvement lui-même, institutionnellement, a préféré présenter une seule candidature pour pouvoir présenter son programme en même temps. Donc c'était plutôt une candidature de témoignage qu'autre chose. Mais donc nous avons présenté M. Yann Esteveni dans la 5e circonscription de la Loire,
cette élection, et donc nous avons en quelque sorte mis les projecteurs du mouvement sur ce candidat, même si beaucoup d'autres candidats avaient notre sympathie, et s'il y avait d'ailleurs d'autres civitaciens, entre guillemets, si j'ose dire ce vilain mot, ailleurs, nous avions même à Paris, dans le 13e, nous avions un candidat qui était proche de nous, mais qui n'était pas sous nos couleurs. Voilà. Alors, vous nous dites que vous avez présenté vos candidats. Un petit point d'éclairage pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Civitas. La présentation médiatique quand Civitas est présenté nous parle d'un mouvement d'extrême droite. Est-ce qu'il existe des liens ou un soutien de Civitas à un autre mouvement qui est présenté comme étant d'extrême droite, à savoir le Rassemblement national? Pour le Rassemblement national, ce qu'on peut dire dessus, c'est qu'on l'avons beaucoup dénoncé. On a notre président Alain Escada qui a déjà fait plusieurs articles ou des conférences où il dénonce la ligne actuelle du Rassemblement national, notamment celle menée par Marine Le Pen. Mais après, à divers événements, nous avons eu des invités comme Bruno Gollnisch ou Jean-Marie Le Pen qui sont venus. Mais non, nous n'avons plus de lien avec le Rassemblement actuel. Comment c'est formé. Le nom de Bruno Gollnisch a été cité par Mathieu, et c'est une personne dont nous sommes très proches, hein, c'est pour vous donner une idée, mais bon, il y a d'autres personnes du Rassemblement national dont nous sommes nettement plus éloignés. Voilà. À commencer par la présidente. Et vous ne pensez pas que la configuration aujourd'hui, avec un nombre de députés qui sont à l'Assemblée nationale, serait de nature à permettre des rapprochements avec le Rassemblement national pour peut-être faire bouger leur ligne sur un certain nombre de sujets? Et Ignace, pardonnez-moi, je vais rajouter une question à sa remarque. Pour vous, quelle est la ligne rouge qui fait qu'il ne peut pas y avoir de rapprochement avec un mouvement politique? Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas y avoir de rapprochement avec un mouvement politique, mais ce sont des rapprochements qui seraient conjoncturels. Bien sûr, bon, on peut lors d'une élection soutenir tel ou tel. On peut aussi, d'ailleurs même faire appel à des orateurs de ces mouvements. Nous n'avons pas d'exclusive, mais nous ne voulons pas être rattachés un petit peu au char du vainqueur, en quelque sorte. Et donc, pour ce qui est des députés à l'Assemblée nationale, je pense qu'on va voir un peu au coup par coup ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Certains d'entre eux ont des positions qui sont très traditionnelles et très proches des nôtres. Nous pensons qu'il y en a sûrement d'autres qui ont un petit peu accepté, qui sont des républicains de conviction, qui vont également aller très loin dans le sens de la laïcité. Or, nous contestons ce qu'on appellerait le laïcisme, si vous voulez, c'est-à-dire quand même une laïcité un peu violente. Bon, il y en a qui sont aussi, du point de vue économique, il y a parmi eux des libéraux et des antilibéraux. Bon, nous distinguerons selon les cas, puisque nous avons une doctrine très claire sur tous ces points. Il faut savoir que le Rassemblement national était aussi infiltré par tout ce qui est lobby LGBT ou franc-maçonnerie. Donc pour nous, on peut pas avoir de lien avec des gens qui, sur ces plans-là, nous sont complètement opposés. Le Rassemblement national aussi a abandonné par exemple la sortie de l'Union européenne, le Frexit. Donc il y a plein de sujets qui fait qu'on plus on avance dans le temps et plus on se sent de plus en plus éloigné de ce mouvement-là. Que pour vous, un mouvement qui ne veut pas revenir sur l'avortement, ça, comment dire, ça empêche toute forme d'alliance ou de travail coordonné possible. On peut travailler sur d'autres sujets, mais sur ce sujet-là, il est bien évident qu'aucune concession n'est possible, parce que pour nous, l'avortement est un crime, c'est pas quelque chose qui peut être négocié. Mais ça n'empêche que si certains de ces députés ont des faiblesses sur ce sujet, mais si sur un autre sujet ils défendent de bonnes positions, on les soutiendra. Mais encore une fois, c'est du coup par coup, ce n'est pas un alignement, et nous n'avons pas l'intention de toute façon de nous intégrer dans un groupement, un parti, quel qu'il soit. Serait-il même parfait d'ailleurs, mais alors celui-là n'est vraiment pas parfait. Le problème ne se pose pas. L'avortement, c'est inacceptable. C'est certainement peut-être ce qu'il y a de pire dans la législation actuelle. Le terme, on va dire, le terme parti que nous a attribué Civitas n'est pas c'est un terme, on va dire, administratif plus que officiel, dans le sens où
on veut pas faire comme les autres partis, comme qu'on connaît partout, qui veulent faire ça pour avoir des élus partout. Nous, faisons ça justement pour parler sans concession et pour pouvoir témoigner de nos idées. Quand on a par exemple un candidat qui se présente à une élection, bah, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des professions de foi qui vont arriver dans les boîtes aux lettres des gens au nom de Civitas et qui vont pouvoir attendre un discours qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et c'est plutôt par exemple, si je parle de notre candidat qu'on a eu aux législatives, c'est plus pour témoigner de notre vision politique plutôt que, parce qu'on sait très bien qu'avec la République, vu comment elle est faite, que c'est pas par les urnes qu'on remportera une victoire. Alors, j'en profite, est-ce que vous êtes fondamentalement anti-républicain et royaliste? Bah, la République, elle est née sous le sang des catholiques et de la guillotine. Donc, pour nous, on est complètement opposés. Attention, je nuancerai quand même. Là, il y a beaucoup de jeunesse et de fougue dans ce que dit Mathieu. Je précise d'ailleurs que, par ailleurs, j'ai des activités dans le mouvement royaliste légitimiste. Hein, donc, je ne suis pas suspect là-dessus. Ceci étant, républicain et républicain, j'allais dire, le terme est très équivoque. Vous avez un ouvrage du XVIe siècle qui s'appelle Les 6 livres de la République de Jean Bodin, et cet auteur qui parle de République est un auteur royaliste. Donc, la République au sens de res publica, c'est-à-dire d'État, à la limite, ça ne nous gênerait pas. Nous sommes obligés aussi, parce que nous vivons en France, de vivre dans ce cadre, et c'est pour ça qu'on peut envisager de participer à des élections, des choses de ce genre-là. Mais de toute façon, ce que nous rejetons, c'est la République révolutionnaire, c'est cet héritage qu'on nous rappelle toujours, et donc nous estimons que là-dessus, il y aurait lieu à une grande repentance, et la République que nous pourrions accepter n'est de toute façon pas celle-là, pas celle que nous connaissons, parce qu'elle se veut l'héritière de la Révolution, des coupeurs de tête et des gens qui ont renversé la monarchie légitime. Mais quelle serait votre République idéale alors? La meilleure des républiques, c'est la royauté, hein, dirais-je. Je plaisante, mais il y a une médaille comme ça qui a été faite au milieu du XIXe siècle. D'un côté, vous avez la meilleure des républiques, point d'interrogation. De l'autre côté, vous avez la tête du prétendant de l'époque, le comte de Chambord. Donc, c'est un peu, à notre avis, c'est ce qu'il y aurait de meilleur. Ça empêcherait que ce soit la res publica, la chose publique, la chose de tous, et le bien de tous que cherche le roi. Il y a eu un certain nombre de reportages faits contre vous. Il y a eu une médiatisation, par exemple, de votre mouvement à la suite de l'affaire de Benjamin Ledigue. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de toutes ces affaires, en tout cas, ou peut-être plus particulièrement de celle-ci, où votre mouvement a été parfois mis en porte-à-faux? Bah, l'affaire Benjamin Ledigue, ça a été un peu particulier dans le sens où, comme beaucoup, on va sur les réseaux sociaux, on tombe sur cette vidéo d'un jeune homosexuel avec son ami qui se met à danser à moitié à poil dans l'église. Donc nous, en tant que catholiques, on s'est dit on peut pas rester inactif, on veut pas rester à rien faire. Donc avec d'autres personnes de d'autres paroisses, là j'avais pris l'initiative d'organiser un chapelet public en tant que catholique et pas sous le titre Civitas, pour que tous les catholiques qui veulent venir puissent se sentir concernés et venir. Donc nous avons fait quelques jours après cette vidéo de Benjamin Ledigue, un chapelet à genoux devant l'église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris. Et suite à cette affaire, vu les photos et les vidéos qui a circulé sur Twitter notamment, j'ai été contacté le lendemain par la production de Touche pas mon poste de Cyril Hanouna, qui m'a proposé de venir réagir à cette affaire. Donc sur le coup, il me propose une émission tournée sur le droit au blasphème, la laïcité, l'affaire Benjamin Ledigue. Alors moi, j'y vais très bien. Et puis en arrivant sur le plateau, je me rends compte que finalement, ils me la font à l'envers, parce que sur un compte Twitter, enfin sur mes réseaux sociaux, ils ont trouvé une photo de moi avec Dieudonné. Donc oui, il faut condamner Dieudonné, machin. Moi, je leur explique que je suis pas invité pour ça et que très clairement, non. Si vous voulez m'interroger, c'est l'affaire pour laquelle je suis invité, donc l'affaire Benjamin Ledigue, et pas autre chose. Parce que du coup, je sentais bien le piège venir, qui voulait me piéger pour me mettre des procès après derrière, que du coup, j'ai refusé de répondre pour éviter quelconque procès. Et voilà. Mais sinon, pour l'affaire Benjamin Ledigue, nous avons été scandalisés parce que un jeune qui vient danser comme ça et qui refuse en plus de s'excuser, pour nous, on peut pas accepter ça. Nous sommes pas dans un esprit de violence, ça je l'avais dit dans l'émission de Cyril Hanouna, nous sommes pas dans un esprit de violence mais de paix, c'est-à-dire que nous on prie pour cette personne pour qu'il puisse déjà demander pardon, mais qu'en plus il puisse même on aimerait bien qu'il puisse se convertir, parce que là je sens que ce jeune il est paumé, il sait même pas ce qu'il fait, il cherche le buzz. Quand on l'écoute à la télé, ce type il passe son temps à changer de discours,
Donc c'était un jeune qui a compris que s'il voulait faire du buzz, il fallait choquer. Et nous, on peut pas accepter ça. Donc tous ceux, d'ailleurs, je l'avais dit, nous dénonçons aussi ceux qui sont venus à son domicile pour l'attaquer, parce que c'est pas par la violence qu'on changera quoi que ce soit. Juste un petit moment, Ignace, parce que j'ai suivi cette affaire Benjamin Liedi, que je ne sais pas si je le prononce correctement. Oui, oui. Et il y a quelque chose, moi, qui m'avait marqué, c'est que le prêtre de l'église où a eu lieu cette profanation a porté plainte aussi contre Civitas, alors que Civitas, en fait, avait fait une prière devant l'église. Et c'est pour ça qu'il a porté plainte. Et donc aujourd'hui, nous sommes en 2022, en France, un prêtre peut porter plainte parce que des catholiques prient. On est bien d'accord? Tout à fait, c'est malheureusement je voudrais prolonger la question. Quel est votre rapport avec finalement l'Église? Visiblement, il y a certains prêtres qui ne vous voient pas d'un œil très, très bienveillant. Bien sûr, c'est certain, mais nous sommes des catholiques et nous n'avons pas demandé l'autorisation de quiconque pour être catholique. Nous sommes catholiques par notre baptême, nous sommes catholiques par notre formation, etc. Bon, il est bien évident que nous sommes attirés par la tradition et que nous rejetons un certain nombre d'initiatives de prêtres progressistes, disons le terme, n'ayons pas peur de dire ça, et que ces prêtres progressistes nous rendent bien sûr tout à fait la chose avec intérêt, c'est-à-dire qu'ils ne nous aiment pas. Et donc, je pense que c'est exactement ça. Et en plus, alors ce prêtre qui aurait dû être le premier à lutter contre la profanation, a jugé utile de faire un faux parallèle. Bon, on laisse tomber, que voulez-vous en faire, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de suite. Cette plainte, de toute façon, est mort-née. Et il y aura nous laissons passer, parce que je pense que les fidèles, les catholiques, même ceux qui ne sont pas chez nous, apprécieront la chose. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. J'allais dire, ce sont des paroles verbales, et il y a certains prêtres qui veulent faire parler d'eux quelquefois par le scandale. C'est malheureux aussi, mais il y a toujours eu de mauvais bergers aussi. Heureusement, il y a aussi quand même de bons prêtres et de bons catholiques, et c'est à cela que nous nous adressons avant tout. On veut aussi redresser de l'intérieur dans notre Église ce qui peut ne plus être tout à fait droit. Les gens ont un peu perdu. Nous sommes dans une période de désorientation. Et j'allais dire, cette chose-là, d'ailleurs, est pas seulement naturelle, malheureusement, elle est aussi un peu satanique. Et donc, il y a une perte des repères chez beaucoup de gens, alors que c'est ce que demandent les gens, aussi bien au plan politique qu'au plan religieux et à tous les points de vue. Ils demandent du bon sens et des repères. Vous avez énoncé, ou en tout cas formulé quelques-uns de vos objectifs, notamment la rechristianisation de la France. Au regard des éléments que vous venez de décrire sur la situation de l'Église, comment cette rechristianisation peut-elle être possible? Elle est possible parce qu'il reste le fond doctrinal qui est intangible. Il y a quand même aussi beaucoup de catholiques, si vous leur demandez, les catholiques réagissent généralement avec un certain bon sens. Ils ont par exemple des fêtes de famille, ils fêtent les grands événements de la foi, etc. Et les extravagances ne touchent qu'un petit milieu. C'est comme en politique, vous savez, c'est au-delà de Saint-Germain-des-Prés, beaucoup de gens, même de gauche, ont du bon sens. De la même façon, dans l'Église, vous avez un petit groupe agité, présent, médiatisé, qui fait des innovations et qui, dès lors que, par exemple, on vous dit on mettait les autels vers l'Orient, ils veulent les mettre vers l'Occident, et ainsi de suite, en faisant le contraire, ils s'habillent n'importe comment, et surtout pas comme des prêtres, et ainsi de suite. On a ça, et on a aussi quelques catholiques qui lisent plus Karl Marx mais c'est moins à la mode, de toute façon. Le catholicisme de gauche est en perte de vitesse. Mais bon, la majorité des catholiques sont restés pas trop mal dans l'ensemble, donc nous avons espoir là-dessus. Et évidemment, il y a, si vous me demandiez pour la hiérarchie, par exemple, il y a quelques bons évêques, il y en a quelques-uns qui nous paraissent plus douteux, mais ça a toujours été un petit peu comme ça, il faut dire. Il y a toujours eu le bon grain et l'ivraie, c'est dans l'Évangile, et on est obligé de laisser pousser l'ivraie pour attendre la récolte. Au moment de la récolte, on brûlera l'ivraie quand même, on gardera le bon grain. Voilà, donc on a espoir, même si je dois reconnaître qu'il y a
des dérapages, hein, on peut le regretter, et justement ces prêtres, là je pense que le prêtre qui a déposé cette main courante voulait avoir l'air d'être dans le vent, ne pas avoir l'air d'être obscurantiste, etc. Mais je pense qu'on peut toujours proposer une France chrétienne parce que c'est un idéal que en plus beaucoup de gens ont connu quand même, et donc c'est parlant pour les gens quand même en leur disant qu'on va avoir à nouveau des messes qui ressemblent à des messes, des sacrements qui ressemblent à des sacrements, qu'il y aura à nouveau des prêtres ou des religieux dans les villes, ça peut plaire. Là où nous avons des implantations, puisque nous avons quand même des liens avec un certain nombre de communautés religieuses traditionnelles, nous savons que ça a un certain succès et que les gens viennent assez naturellement vers ces communautés. Parce que moi, un constat que je fais à titre personnel, c'est que je vois que dans les églises dites modernes, pro-Vatican II, les églises se vident, sont remplies de fidèles quasiment âgés. Quand ils vont mourir, il n'y aura pas la nouvelle génération pour aller dans les nouvelles églises. Alors que quand je vais dans les messes traditionnelles dites en latin, la messe qui s'est fait depuis plus de 2000 ans, moi je vois beaucoup de jeunes qui arrivent et les églises se remplissent petit à petit, y compris dans les chiffres des ordinations, que je n'ai malheureusement pas de tête, mais je vois que les évêques se plaignent qu'il y a un manque de nouveaux prêtres partout en France, alors que nous, dans les églises traditionnelles, même si le chiffre est en augmentation, même s'il est faible, chaque année ça augmente petit à petit. On a de plus en plus de prêtres chez nous, alors que dans l'autre sens, en gros, ça dégringole. Donc on fait un constat pour dire que les gens ont besoin d'un sens sacré et pas de tout transformer. Et puis voilà. Et puis la France a toujours été catholique. Partout où on va, il y a des églises, il y a des calvaires, il y a des statues. Donc elle est imprégné du catholicisme, mais les gens ont besoin même d'un côté de tradition, ils ont besoin justement qu'on leur rappelle la foi la France reste quand même il y a des églises. Juste Mathieu, je t'en prie un petit instant parce que je veux rebondir sur quelque chose. Mathieu, tu as dit que les églises qui suivent Vatican II sont remplies de personnes de plus en plus âgées et qu'il n'y aura pas de jeunes pour les remplacer, que les églises traditionnalistes sont remplies d'une population plus jeune. Et j'ai constaté quand je parle à des catholiques, c'est vrai que les traditionnalistes sont beaucoup plus jeunes, mais en même temps, il y a aussi pour rester que dans le christianisme, il y a de plus en plus de personnes qui se convertissent à l'évangélisme. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une jeunesse qui sort totalement du catholicisme pour aller vers le protestantisme évangélique? Il y a effectivement des conversions dans ce sens, mais je pense que c'est peut-être plus lié au progressisme qu'au traditionnalisme. C'est-à-dire que les gens ne trouvent plus dans les églises conciliaires, disons, ce qu'ils y cherchaient, et il se peut que c'est un certain activisme protestant, puisque les évangélistes sont des protestants, puisse les séduire. En revanche, nous avons aussi des gens qui viennent. On a par exemple tous les ans au moment de Pâques des baptêmes d'adultes. Il y a quand même également une certaine présence traditionnelle. Et par exemple, là, il y a eu récemment un texte qui a été pris par Rome que nous avons regretté, qui restreint les possibilités de dire la messe en latin comme elle se disait avant Vatican II, la messe tridentine. Et Rome a dit d'ailleurs que c'était parce qu'il y avait une espèce de contagion, que de plus en plus de jeunes d'aspirants, de jeunes prêtres ou de futurs prêtres étaient attirés par cette messe traditionnelle. Donc Rome a voulu freiner un mouvement de retour qui est assez fort. Donc c'est pour ça que nous avons espoir. Bien entendu, j'allais dire, nous avons des concurrents, c'est évident, il y a des conversions qui se font, et dans ce désordre de l'Église qui a été quand même posé par le mouvement conciliaire, il y a même des gens qui sont convertis à l'islam, des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont convertis à rien, et il y a une espèce d'atonie religieuse qui s'est implantée dans le pays. Bon, malgré tout, nous pensons que la jeunesse de l'Église, l'avenir de l'Église, c'est de la tradition. Et elle est quand même encore très présente. Et maintenant, nous avons un pèlerinage de tout le pays. Nous avons dans tout le pays des communautés, des chapelles, etc. Plus les mouvements religieux et notamment monastiques. Il y a des franciscains, il y a des dominicains, il y a des bénédictins de la tradition. Et donc, nous pensons que nous avons que l'Église se reconstitue, comme c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. D'ailleurs, il faut bien reconnaître que un peu avant l'an 1000, l'Église pas dans un état fameux, et puis vous avez eu des périodes, vous avez eu Saint Bernard, vous avez eu après Saint François, Saint Dominique, puis après vous avez eu Saint Ignace de Loyola, et à chaque fois il y a eu de nouveaux groupes qui sont de nouveaux ouvriers que Dieu envoie à la moisson, si vous voulez, on pourrait dire cela comme ça.
Alors, vous nous avez parlé de saints catholiques. Là, on va, désolé, aller vers des choses moins saines, puisque Mathieu, tu souhaitais nous parler d'une action qui a été menée par le groupe Civitas contre un concert sataniste. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était ce concert et pourquoi tu considérais qu'il était sataniste et quelle a été votre action? Oui, donc on s'était mobilisé justement contre cette sataniste suédoise. J'expliquerai aussi pourquoi on l'appelle sataniste. Donc elle s'appelle Anna von Husfeil, c'est ça. Donc à la base, elle se produisait un peu partout dans l'Europe. Et quelques jours avant notre mobilisation sur Paris, elle avait été empêchée à Nantes. Donc il y a un groupe de jeunes catholiques qui s'était mobilisé devant l'église où elle devait se produire. Alors son concert, c'est quoi? C'est un concert d'orgue. Vendu comme ça, c'est sûr que quand on apprend ça, les gens se disent ouais, c'est intéressant, c'est de l'orgue, c'est dans une église, ça choque pas. Nous, ce qui nous choque, c'est la personne en elle-même, parce que cette personne-là, elle fait des chansons, par exemple, où elle appelle à faire l'amour avec le diable, où on regarde ses pochettes d'albums et compagnie, ça fait très démoniaque et anti-catholique. Donc pour nous, elle le revendique tout à fait. Il suffit de voir ses photos qu'elle publie sur Internet. Et nous, en tant que catholiques, on peut pas laisser ce genre d'individus infiltrer nos églises, parce que évidemment, elle choisit les églises exprès. Elle sait très bien que ça va choquer et qu'il faut choquer, alors qu'elle aurait pu très bien le faire ailleurs. Donc pour Nantes, elle a été obligée d'annuler. Elle a été obligée d'annuler. Et d'ailleurs, dans le public de ceux qui devaient y aller, on voit bien que c'était pas des catholiques, c'était des gens un peu punk à chien, on va dire, un peu les cheveux longs, un peu baba cool. C'était pas des catholiques. Les catholiques, c'était plutôt en train d'empêcher ces gens-là à rentrer. D'ailleurs, dans les sacristies, c'était rempli de packs de bière et compagnie. Donc, c'est un peu bizarre dans tout ça. Et pour Paris, donc ça devait être programmé. Donc, c'était en décembre dernier. Donc, ça devait être programmé à l'église Saint-Eustache. Donc le prêtre, en suivant suite au contact des gens de Nantes qui nous ont proposé de mener une action, on s'est dit on va écrire déjà dans un premier temps au curé de la paroisse Saint-Eustache pour lui dire que attention, vous avez vu ce qui s'est passé à Nantes, si vous n'annulez pas le concert, nous on va se mobiliser et on sera devant. Quelques heures après notre lettre, il a annoncé qu'il annulait le concert, mais l'artiste a marqué sur Facebook notamment qu'il changeait de lieu sans indiquer l'adresse. Donc nous on s'est dit s'ils annulent histoire de pas qu'on vienne, on va quand même venir voir ce qui se passe. Donc on est venu, on a récité un chapelet et très clairement, on a appris au final que ils avaient peur des débordements, donc ils sont allés se réfugier chez les protestants. Donc nous ça nous choque pas qu'ils aillent chez le protestant, parce que pour moi je trouve que le satanisme et le protestantisme ils ont un lien, et tant mieux qu'ils n'ont pas touché à un lieu sacré comme l'église, même si ça me désole que l'église conciliaire Vatican II accepte ce genre de concert, alors que si je prends l'exemple de l'église traditionnelle, bien évidemment qu'ils auraient pris la peine de se renseigner sur la personne qui souhaite faire un concert pour refuser cela. Et d'ailleurs, je suis allé voir par curiosité qu'est-ce que ça donnait son concert d'orgue à cet artiste, pseudo-artiste. Moi, quand j'écoute cette musique, c'est très agressif, c'est oui, c'est un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans une église où c'est joyeux, où on est un peu pris par la prière après derrière. Là, c'est un son agressif où j'ai l'impression d'être dans le film Fantomas, par exemple. Alors, il y a une petite pointe de Mathieu contre nos frères séparés protestants. C'est amusant, mais j'allais dire pour détendre un peu l'atmosphère, il existe un texte qui est un dialogue entre Luther et le diable. C'est les œuvres complètes de Luther, et où Luther dit que le diable lui a dit des tas de choses méchantes contre la messe catholique. Mais il aurait peut-être mieux fait de pas trop l'écouter, à mon avis. Mais c'est pour ça que, la petite pointe qu'il a faite, je le dis sans méchanceté aucune pour nos frères séparés, mais elle peut être justifiée. Là, on prend note. Je ne m'inscris pas dans cette Discord. Et puis, si je lance aussi un appel à nos auditeurs, s'il y a des protestants qui, mais alors pas protestants juste, pas croyants, il faut pas que croyants, des personnes qui connaissent le dogme et qui souhaitent s'exprimer, non pas pour répondre, hein, on n'est pas du tout dans ça, mais pour expliquer pourquoi ils sont protestants. Nous sommes preneurs. De la même manière qu'on est extrêmement ravis de vous avoir aujourd'hui et d'en savoir un peu plus sur Civitas. Effectivement, c'est quelque chose, vous l'avez dit, monsieur Bousco, enfin, moi,
alors pour ne rien cacher à nos auditeurs, je suis musulman, mais pour moi, un lieu de culte, ce n'est pas un lieu où on fait peu importe le lieu de culte, c'est pas un lieu où on fait des concerts, c'est pas un lieu où on organise des tournées. C'est ça qui me surprend déjà, c'est que des prêtres puissent inviter des artistes à faire des concerts, alors que c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu de prière avant tout. Et c'est là peut-être où, parce que je suis extérieur à tout ça, mais où on est l'Église aujourd'hui, Et l'Église avec un grand E, comment elle considère l'Église avec un petit E. je poursuis là, je fais un petit prolongement de cette question. Il y a eu pas mal de projets de refondation, de rénovation de Notre-Dame. Ah oui, oui, tu as Euh, raison. et donc, où certains projets poussaient penchaient pour une vision très moderniste avec Un même centre commercial un quasiment. centre commercial quasiment, effectivement. Donc, est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Effectivement, plusieurs choses, parce que vos questions, là, il y a appellent plusieurs réponses. Bon, d'abord, j'ai entendu, vous disiez que vous étiez musulman et en tant que tel, que vous compreniez qu'on soit choqué par l'idée de détourner un lieu de culte. Et ça me fait penser que quand Mathieu est passé dans l'émission de Cyril Hanouna, il avait avec lui un jeune musulman qui a soutenu notre position, il en dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Par ailleurs, pour ce qui est de Notre-Dame, effectivement, Notre-Dame a échappé pour l'extérieur au saccage auquel avait pensé le président de la République qui voulait la moderniser. Finalement, et sagement, on a dit qu'on la referait à l'identique, ce qui est ce que souhaite l'immense majorité des fidèles et pas seulement des fidèles, mais aussi des amateurs d'art et des donateurs. Et en revanche, le clergé a fait un projet à l'intérieur pour faire une espèce de Disneyland, enfin j'exagère pour dire ça, mais enfin un espèce de circuit qui va dénaturer l'intérieur de Notre-Dame. Et notre amie Madame Anne Brassier, d'ailleurs, a pris la tête d'une action et d'une pétition contre cette dénaturation, parce que c'est l'intérieur de Notre-Dame maintenant qui est menacé par l'initiative du clergé. Anne Brassier, donc, qui a fait une conférence sur le projet de Notre-Dame, qui donne son point de vue, qui analyse tout point par point. Donc, vous pouvez le voir, pour ceux que ça intéresserait, sur la chaîne YouTube de Civitas. Donc elle raconte tout ce qui se passe pour Notre-Dame et elle en profite aussi pour toucher d'autres points où d'autres églises en France ont été saccagées aussi pour la même occasion. Notre-Dame de Paris, c'est non seulement un lieu de culte, mais c'est un symbole de la France. Donc je vois mal ça se transformer en centre commercial. En tout cas, ce serait une attaque non seulement contre la catholicité, mais contre la France en tant que telle, et une attaque contre la civilisation et l'histoire française. Oui, je pourrais être plus précis. Je crois que le projet vise tout de même à garder quelque chose de religieux, mais ce serait des présentations avec des textes, vous savez, avec de la lumière. Enfin, ça serait plus du tout comme dans une église. Ça serait une espèce de présentation publicitaire de la religion et de la religiosité nouvelle qui n'a pas grand-chose à voir avec Notre-Dame, qui est prévue. Donc tout ça. Alors sinon, il y a eu aussi le projet de centre commercial, mais ça c'est pas ce qui est visé pour le moment puisque ce danger-là semble momentanément écarté. Enfin, on sait jamais. Hein, toujours se réveiller ces choses-là. Oui, c'est vrai. On sait jamais. Ils n'ont pas vraiment de parole. Mais il y a pas mal d'églises. J'ai l'occasion de visiter d'autres églises, même à l'étranger, par exemple au Portugal, où les touristes finalement visitent, prennent beaucoup de photos. Et donc souvent les églises sont devenues des lieux où on prend les photos comme on prendrait des photos sur une plage. Donc finalement, le clergé essaie de s'aligner quelque part sur ce mouvement moderniste. Qu'est-ce Oui, que vous c'est en vrai. pensez? Et puis les touristes ne sont pas toujours respectueux, c'est un fait. Je sais qu'une fois, je m'étais un peu fâché à Notre-Dame avec une personne de l'accueil parce qu'il n'y avait pas d'eau bénite à l'entrée. Et elle m'a dit, monsieur, dans les bénitiers, nous trouvons de tout, des chewing-gums, etc. Et donc elle m'a dit, de l'eau bénite, il y en a juste là où est le Saint-Sacrement, au bout pour cela. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne font pas non plus beaucoup la police. Bien sûr, ils sont un peu victimes de la mauvaise éducation
des gens, de gens qui ne respectent pas, mais je crois quand même qu'ils ont aussi un peu enlevé ce respect et il faudrait marquer à l'entrée de l'église et puis avoir éventuellement la faire respecter. Bon, à Notre-Dame, il y a quand même des sacristains, hein, donc ils peuvent le faire. Parce que le nombre de gens d'hommes qui arrivent avec un chapeau, par exemple, des gens comme ça, ou alors des dames très peu vêtues, puisque actuellement c'est la mode dans Paris, on voit beaucoup de femmes en short. Alors sans être un ayatollah, je trouve que Paris n'est pas une plage, hein, ou alors qu'il y ait des endroits plages, je ne suis pas contre, mais les endroits qui ne le sont pas, et comme Notre-Dame, c'est pas l'endroit où aller se promener en short. Mais bon, il y a aussi la mauvaise éducation de notre temps, et ça c'est un aspect qu'on remarque un peu partout, hein, pas seulement dans l'Église, on remarque à la télé, on le remarque partout, et je pense qu'il faudrait rappeler un peu de politesse aux gens, des normes de politesse simples, hein, mais que les gens ont tendance à totalement oublier. On n'a plus du tout l'impression qu'il y a une spiritualité. Je ne parle même pas d'une religion codifiée avec un dogme, j'en ai l'impression que toute la spiritualité s'en est allée du pays, quoi, et que tout se décide, enfin, que la nouvelle messe, c'est à peu près ce n'est plus le dimanche, mais c'est le samedi après-midi, dans le grand centre commercial, du centre-ville, et que les prêtres ont été remplacés par, les présentateurs télé, par Hanouna ou par même, 2-3 adolescents, sur les réseaux sociaux. Oui, d'ailleurs, on nous parle quelquefois de grand-messe, de ceci ou cela, quand il y a, par exemple, une grande réunion politique, fut-elle de gens très éloignés de la religion, on dit, ah ben, c'était la grand-messe de tel mouvement et tel groupe. Effectivement, on n'a jamais vu tant de messes que depuis qu'il y en a moins dans les églises. Et il y a cette espèce de permissivité générale. Il y a aussi ce goût un petit peu stupide qu'ont les gens, le selfie. Maintenant, on se fait un selfie devant l'hôtel d'une église. C'est peut-être pas d'un intérêt, c'est pas méchant, mais encore une fois, mais bon, autrefois, il y avait une certaine attitude qui commençait par le clergé, on parlait de l'onction ecclésiastique, et puis les fidèles également, les fidèles ne venaient pas habillés n'importe comment. Encore maintenant, d'ailleurs, j'ai remarqué, en observant près d'une église, les fidèles sont un peu moins mal habillés que le tout venant, en général. Mais il y a quand même une perte du sens du sacré et du sens du respect qui est un peu général. Ça, c'est malheureux et je pense que c'est une chose qui est diffusée, c'est pas seulement dans l'église, hein, c'est dans toute la société, et c'est l'environnement général, et les médias jouent un rôle très négatif dans toute cette affaire. Vous parliez de perte plutôt du sacré. Il y a un auteur qui parle beaucoup de la question religieuse, aussi de la question du mondialisme et de ses effets sur les sociétés. En l'occurrence, Pierre Hillard. J'ai vu que vous l'aviez reçu. Est-ce que vous avez des liens particuliers avec lui et pourquoi vous vous intéressez à son œuvre? Alors Pierre Hillard est un ami de Civitas, je crois même qu'il en est membre. Et en tout cas, il vient à des conférences. Il est encore allé là il y a une dizaine de jours en Vendée. Et donc c'est quelqu'un qui nous avons des liens d'amitié, de fidélité et des liens intellectuels bien évidemment. Et donc il dénonce le mondialisme et le cosmopolitisme qui en est souvent à l'origine. Et donc nous sommes très proches. Tout à fait. Et est-ce que vous partagez ces analyses, géopolitiques? Parce qu'il profite aussi de l'analyse du mondialisme pour donner ses points de vue, ses perspectives géopolitiques. Il a plutôt aujourd'hui une analyse assez pessimiste de tout ce qui se passe. Pour lui, le mondialisme a infiltré absolument, tous les pays et même tous les grands pans civilisationnels, jusqu'à la Russie. Est-ce que vous partagez cette analyse pessimiste ou vous pensez qu'il y a de l'espoir ou qu'il y aurait de l'espoir avec la Russie? Je partage tout à fait l'analyse de Pierre Hillard. C'est que je pense qu'il y a un règlement de compte entre des gens qui sont soutenus par les mondialistes des deux côtés. Je ne pense pas, mais j'allais dire, il y a là-dessus. Je pense que nous sommes encore, d'ailleurs, finalement, à Civitas, nous sommes très libres, donc il peut y avoir des différences là-dessus. Pour ma part, je partage tout à fait l'analyse de Pierre Hillard. Je pense qu'il a ses mondialistes, comme bien sûr les Ukrainiens ont les leurs. Et je pense qu'il y a aussi un règlement de compte entre deux empires.
d'un côté la Russie, qui est un empire qui a connu un gros déclin, mais qui veut redevenir ce qu'elle était, avec ce mot que je trouve assez grave, comme de Poutine, qui avait dit que le plus grand désastre géopolitique du XXe siècle, c'était la fin de l'URSS. Pour moi, ce n'est pas vraiment un désastre. Et puis, d'autre part, l'empire américain et l'empire otanien, qui est venu un petit peu trop tirer les poils de l'ours, et on peut comprendre effectivement que la Russie n'apprécie pas dans ce qui est son voisin immédiat ce qui se produisait. Donc, pour ma part, je partage l'analyse de Pierre Hillard là-dessus. Je pense que les mondialistes ont des cartes des deux côtés. Je pense que quel que soit le vainqueur, d'ailleurs, dans la guerre actuelle, les mondialistes ont un plan. Ils auront un plan, et donc ils ont un plan en cas de victoire russe et un plan en cas de victoire ukrainienne, et ça ne les désarçonnera pas. C'est pour ça que nous devons, nous en méfier globalement, et que nous devons penser toujours, j'ajouterai pour ma part un peu mon analyse, je dirais comme Maurras, la France seule, et c'est l'intérêt de la France que nous devons voir qui doit être notre boussole dans cette affaire. Et alors, pour rebondir sur ce que vous avez dit, la France, les intérêts de la France, est-ce que vous pouvez, pour terminer cet entretien extrêmement intéressant, nous donner vos perspectives pour l'avenir de la France sur ce quinquennat de Macron qui débute, qui recommence malheureusement? Oui, qui recommence malheureusement, mais certains disent qu'il est fini aussi, hein, parce que le résultat des élections fait cela. Il faut se dire quand même que la Providence veille quand même un peu sur nous. Monsieur Macron avait des tas de projets qui faisaient avancer le mondialisme. Le Covid a aidé le mondialisme, c'est vrai, mais il a peut-être gêné d'autres projets qu'il avait, par exemple sa réforme des retraites, des choses comme ça. Il a été gêné par les gilets jaunes. Il peut très bien avoir ce genre d'ennui. Là, il va avoir une assemblée difficilement gouvernable, donc je ne peux pas faire de perspective, mais je pense quand même que ça ne va pas être un long fleuve tranquille, le quinquennat qui vient, et je pense qu'il y aura des occasions de s'opposer au mondialisme, de s'opposer au macronisme. Il faut bien sûr que nous les saisissions, il ne faudra pas hésiter à aller dans la rue si besoin et s'il y a des manifestations, il ne faudra pas hésiter, et il faut contester. Il faut aussi prévoir le coup qu'il prépare, qui doit être une dissolution, car à mon avis, il va essayer. Ce qui fait d'ailleurs que les gens qui vont avoir l'imprudence de lui tendre la main seront les premières victimes. Je pense qu'il faut ménager, il faut préparer l'avenir de la France. Mais on peut préparer l'avenir de la France uniquement si on a des idées claires, si on a une doctrine. L'Action française disait penser clair pour marcher droit. Et je crois qu'il faut garder un peu cela. Il faut avoir un cap et savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on veut empêcher les autres de faire. Je crois qu'on n'y est pas encore tout à fait là. Là-dessus, les forces de droite, et ainsi d'ailleurs que les forces qui à gauche pourraient être nationales, car je crois qu'il y en a aussi, doivent savoir réfléchir et savoir préparer le coup suivant. Il faut être un peu joueur d'échecs. Il faut préparer, il faut avoir un coup d'avance. Voilà, de toute manière, nous avons confiance à la Providence, mais si on redevient tous catholiques, on pourra sauver la France. Il suffit de suivre l'histoire de Clovis, de Sainte-Geneviève, de Saint-Louis ou de Sainte-Geneviève. La France, fille aînée de l'Église, pourra toujours s'en sortir, quelles que soient les circonstances. Merci beaucoup pour ce mot de la fin et pour votre participation à cet entretien. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir accueillis. J'aimerais juste rajouter une date pour les gens, s'il y en a qui sont intéressés. Le 13, 14 et 15 août, en Normandie, se tiendra notre université d'été avec un invité exceptionnel, Monseigneur Vigano. Et sur le thème du Grand Reset.